Thomas Hims, si je Oui. prononce bien votre nom. Vous êtes d'AgroParisTech, si je ne dis Oui. pas de bêtises. Et je vous ai invité notamment pour parler de cette notion d'infravie, qui, à mon avis, voilà, trouvera plein d'échos avec tout un tas de questions qu'on a soulevées aujourd'hui et qu'on continuera de discuter demain. Ok, très bien, ben merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc je suis biologiste, j'enseigne la génétique à AgroParisTech. Si vous voulez me joindre, voilà mon mail, ce sera avec plaisir. J'enseigne, j'ai une formation de biologiste, ça fait une quinzaine d'années que j'enseigne à l'agro depuis 2006 et c'est à peu près le moment où j'ai soutenu ma thèse à l'époque. Et à l'agro, donc il y a une école d'ingénieurs du vivant. En tout cas, c'est comme ça qu'elle aime à se définir. Moi, j'ai un travail un peu spécifique qui est de questionner la notion d'ingénierie du vivant, justement. Et notamment parce que je pense que vous êtes peut-être plus équipés que moi, pour beaucoup d'entre nous, pour ces histoires-là, mais la notion d'ingénierie embarque souvent la notion de machine. Et dans la notion d'ingénierie du vivant, il y a une notion implicite de machinisation du vivant qui pose des questions, qui résout des problèmes, mais qui pose aussi beaucoup de problèmes et qui, à mon avis, en pose un peu plus qu'elle n'en résout. Voilà, donc, à l'intérieur de cette école, dans mes enseignements, j'ai progressivement développé un travail où, je vais essayer de vous le montrer aujourd'hui, je suis arrivé à une sorte de conclusion qui est plutôt un point de départ, qui est d'en arriver à remettre en cause la dichotomie entre le vivant et le non-vivant et la frontière entre le vivant et le non-vivant. Alors c'est peut-être pour vous pas révolutionnaire parce que dans les acceptions différentes qu'on peut avoir du mot vie, on peut avoir plein de zones grises parfois où on ne sait plus trop où on en est. Mais pour un biologiste dont l'objet est d'étudier la vie et du coup, semble-t-il, d'être capable de délimiter une frontière entre ce que sont ces objets et ceux qui ne le sont pas, l'idée qu'il puisse ne pas y avoir de frontière entre le vivant et le non-vivant est une idée qui ne va pas de soi et qui pose question, qui à mon avis est fructueuse et heuristique, mais pose pas mal de questions. Voilà. Du coup, alors, si jamais c'est trop compliqué en termes de bio, vous m'arrêtez, quoi. Je vais pas vous infliger un cours de biologie, mais de temps en temps, voilà, je m'appuie quand même un peu sur des éléments de ma discipline, un peu sur la génétique et tout. J'essaye de m'adapter évidemment à mon auditoire. Si peut-être vous connaissez très bien ces choses-là, si vous ne les connaissez pas du tout, vous m'arrêtez, puis j'essaie de clarifier. Alors, pour vous donner une idée, c'est ce que j'ai déjà commencé à vous dire, y a plein, quand on est un biologiste, on pourrait croire que les biologistes savent définir la vie comme les physiciens savent définir un atome, par exemple. En fait, c'est pas vrai. Depuis que des biologistes ou des naturalistes ou des philosophes de la biologie ou des médecins ou des anatomistes existent, ils se sont toujours demandé ce que c'était que la vie. Et donc, il y a régulièrement, c'est une tarte à la crème de biologistes, ça peut être aussi une question du bac. Il y a dans des revues, dans des numéros spéciaux de revues spécialisées, des questionnements entiers sur ce que c'est que la vie. Et du coup, j'ai qu'à me baisser pour ramasser et de prendre un exemple pour rentrer dans la discussion. Et en voilà un qui en fait m'intéresse un peu plus qu'un hasard de réception, mais qui est un article de 2001 qui s'intéresse aux relations entre la matière et la vie. Et quand je dis la vie ici, je parle de la vie au sens biologique du terme. Vous m'avez compris, je ne parle pas de la vie intérieure, je ne parle pas de la vie spirituelle, et c'est des exceptions qui sont tout à fait légitimes. Mais en tant que biologiste, je parle un peu du terrain que je connais ou que j'essaie de baliser. Donc, et j'en parle avec une conviction aussi philosophique et épistémologique, qui est, j'en parle en matérialiste, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher à expliquer la vie par des phénomènes surnaturels qui seraient en dehors de la nature. Enfin, en tout cas, dans ma discipline scientifique, je m'intéresse à ce que la nature nous propose et je me conduis comme s'il n'y avait que la nature et rien de surnaturel. Évidemment, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut, mais dans ma pratique de science, et pour parler la même langue que tous les scientifiques, c'est nécessaire. Donc cet article s'intéresse aux relations entre la matière et la vie, donc ça m'intéresse en tant que matérialiste. Et au cours de l'article, donc c'est un papier qui est paru dans Nature il y a une vingtaine d'années, et on a cette phrase qui est à la fois très banale mais qui pose à mon avis plein de questions, qui dit « Il est couramment admis par la communauté scientifique que les êtres vivants sont des machines dont les composants sont des biomolécules ». Ce qui est important, c'est le terme de machine ici.
Et donc c'est ce que j'appelle le syndrome du plan de Lego ou de la notice Ikea, si vous voulez, c'est-à-dire que l'idée qu'on puisse... la manière qu'on pourrait avoir de connaître la vie serait de déconstruire ces éléments, ces constituants en constituants élémentaires, et de les remonter pour pouvoir comprendre le fonctionnement du vivant. Déconstruire, reconstruire, ça peut être par la pensée, ça peut être analytique, donc ça a été ce qu'ont fait beaucoup de gens depuis Descartes, je vais y revenir, mais ça peut être aussi maintenant depuis quelques années plus concret, c'est-à-dire au laboratoire, de tenter de refaire des structures qui pourraient préfigurer des structures vivantes dans un laboratoire de chimie en utilisant des composants qu'on sait être les composants du vivant sur Terre. En gros, essayer de créer de la vie en laboratoire, pour le dire simplement. Ce qu'on n'est jamais arrivé à faire, je spoil un peu le truc, mais à mon avis, on y arrive. Enfin bon, je vais développer ça progressivement. Donc, c'est ce que j'appelle le syndrome du plan de Lego. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, ça s'ancre dans une histoire assez ancienne. Je vais aller très vite parce que sinon, on pourrait y passer des heures. Au moins depuis Descartes, avec sa fameuse métaphore de l'animal-machine. En fait, quand on regarde un peu les historiens qui ont travaillé cette question, c'est plus ancien que Descartes, mais disons que Descartes est un moment dans cette comparaison du vivant à des machines qui est important et qui va se suivre depuis Descartes jusqu'à aujourd'hui. En fait, toutes les machines qui vont apparaître modernes, des machines de pointe à une époque donnée, vont être celles auxquelles on va comparer le vivant pour avancer. Donc, on va comparer, pour Descartes, les comparaisons, c'était plutôt des systèmes hydrauliques, en fait. Il était influencé par les jeux d'eau à Versailles et tout ça, enfin, toutes les machines qui existaient, qui étaient des machines de pointe à l'époque. Puis après, on a comparé le vivant à des horloges, on a comparé le vivant à des machines à vapeur, on a comparé le vivant à des automates très précis, on a comparé le vivant à des usines. Et puis au XXe siècle, on a comparé le vivant à des ordinateurs avec l'arrivée de la génétique et tout le lexicon de la génétique, du programme génétique, du code génétique qui sont directement pris à la métaphore informatique. Et ça a donné naissance à une forme de biologie un peu récente qu'on appelle la biologie de synthèse, que j'évoquerai un peu plus tard. Donc il y a des bouquins là-dessus, notamment celui d'une historienne qui s'appelle Jessica Askin, qui est très éclairant sur ces questions-là. Et alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si aujourd'hui les biologistes disent ce qu'ils disent dans Nature, c'est-à-dire, bon, grosso modo, le vivant, c'est des machines dont les composants sont des biomolécules, pourquoi ils disent ça? C'est pas par plaisir d'être cartésien ou d'être froid ou d'être je sais pas trop quoi. C'est a priori pour se prémunir de toute tentation de parler de fluide magique, d'ondes, d'aura et tout ça. Sauf que, et c'est ça qu'ils ne voient pas forcément souvent, c'est que en fait la métaphore de la machine elle est très sous-déterminée. Et vous avez des biologistes de toutes obédiences qui ont utilisé cette métaphore pour faire dire des choses très différentes à cette métaphore. Donc il y a la vision cartésienne, mais la vision cartésienne, elle est dualiste déjà, elle n'est pas mécanique, elle est dualiste, c'est-à-dire qu'elle n'exclut pas la possibilité d'une âme qui se surajouterait à la machine. Vous avez des gens comme Richard Dawkins, un évolutionniste très célèbre, qui a utilisé cette métaphore fortement à l'opposé pour penser un matérialisme même athée. Et puis vous avez des gens qui sont entre les deux, des créationnistes par exemple, qui utilisent la métaphore de l'horloge pour dire les êtres vivants sont encore plus complexes que des horloges, donc ça veut dire que l'horloger qui a fabriqué ces êtres vivants est encore plus intelligent que l'horloger qui fabrique des horloges. Donc finalement, quand on utilise cette métaphore de la machine, on ne se protège pas, on ne se prémunit pas complètement d'interprétations qui pourraient être très diverses. Donc, à mon avis, c'est un peu un problème. Et donc du coup, à mon avis, c'est pas le bon point de départ pour essayer de définir le vivant. Alors, rapidement, parce que c'est pas, je pense, votre préoccupation de tous les jours, mais si on essaie de faire une sorte de regard un peu panoramique sur ce qui se fait dans la recherche en biologie ou dans les disciplines qui s'y connectent pour comprendre, pour définir ce que c'est le vivant, c'est vraiment une enquête très compliquée. Il y a des chemins très très différents, je vais y revenir dans un instant, mais il y a quand même une structure de pensée qui est toujours la même. Et je l'annonce parce que je vais quand même progressivement la déconstruire en fait. Donc l'hypothèse c'est que
le monde vivant fait partie de la nature, c'est une sous-partie de la nature, les êtres vivants, l'ensemble des êtres vivants, vous les prenez un par un, c'est pas tout l'univers évidemment, mais c'est une petite partie du monde naturel. Donc ça, tout le monde, enfin, sur le plan scientifique, personne ne remet ça en cause. Par contre, la voie majoritaire, c'est plutôt de dire que ce monde vivant vient de la nature, mais il est aussi issu de la nature par une forme de rupture. C'est-à-dire, l'origine de la vie, par exemple, on essaie de comprendre l'origine de la vie, ce moment où il s'est passé quelque chose d'incroyable qui a fait sortir ces êtres vivants du reste du monde naturel et d'une certaine manière de s'en autonomiser un petit peu. Donc, le monde vivant fait une partie de la nature, mais il en est aussi issu par une rupture, par une étape majeure, qu'on appelle souvent l'origine de la vie. Et donc, comprendre la vie, c'est en partie comprendre cette rupture. D'où les recherches qu'il y a sur les origines de la vie, ou trouver de la vie ailleurs dans l'univers, ou en fabriquer en laboratoire. Et ces trois pôles, rechercher l'origine de la vie sur Terre avec des traces géologiques, rechercher de la vie dans l'univers avec des choses qui pourraient ressembler à ce qui se passe chez nous, et puis essayer de fabriquer de la vie en laboratoire, ça forme une sorte de triangle épistémologique, qui sont trois manières différentes de se poser ces questions-là, et à laquelle la science a apporté des choses ces dernières décennies. Et au milieu de ce triangle épistémologique, il y a des questions qu'on se pose, qui sont grosso modo les signatures du vivant. Quelles sont les signatures du vivant? Est-ce qu'il faut aller chercher une combinaison de fonctions, ou alors une combinaison de molécules, une combinaison de structures? Pour vous donner un exemple très précis, si vous envoyez un rover sur Mars pour savoir s'il y a de la vie, il faut savoir ce que vous lui demandez. Est-ce que vous allez lui demander de trouver de l'ADN? Donc c'est une molécule. Est-ce que vous allez lui demander de trouver de la flotte? Est-ce que vous allez lui demander de trouver une structure cellulaire? Il faut qu'il cherche quelque chose. Est-ce que vous allez demander de chercher un petit bonhomme qui court? Bon, ouais, ça dépend, c'est vous qui décidez. Donc, quand on veut chercher ce que c'est que la vie, il faut savoir les questions qu'on se pose. Donc, ça pose des questions de nature très différentes et qui peuvent ouvrir sur des visions très exotiques de la vie. Alors là, justement, c'est une diapositive qui peut-être est intéressante parce que quand je la montre à des biologistes, ça leur paraît tout de suite très exotique, mais vous, ça va peut-être pas vous paraître visuellement très exotique. En gros, qu'est-ce que vous... C'est un article sérieux qui se demande s'il pourrait y avoir de la vie sur Titan. Titan, c'est un satellite de Jupiter. Il n'y a pas de flotte, il fait zéro absolu, mais il y a des lacs d'hydrocarbures. Donc, on se dit, est-ce que dans des lacs d'hydrocarbures, il ne pourrait pas y avoir des trucs qui se développent comme se développerait la vie sur Terre? Ce que vous voyez à droite, c'est une sorte de modélisation de ce que pourrait être une forme de vie cellulaire sur Titan. En gros, si vous n'avez pas fait de biologie, vous ne pouvez pas le savoir. Même mes étudiants s'en aperçoivent pas forcément. Mais ça ressemble vaguement à une cellule, mais c'est l'inverse d'une cellule, c'est-à-dire que les petites molécules qui composent la membrane, elles ont une polarité inversée, elles sont dans un sens différent de ce qu'on peut voir sur Terre. Retenez juste ça, c'est pas grave, mais vous voyez, vous continuez à avoir un globe, mais en fait, la manière dont est organisée la membrane est très très différente, il n'y a pas ça sur Terre, grosso modo. Donc ce qu'on peut retenir de ça, c'est que par certains aspects, c'est très exotique, parce qu'on n'a jamais vu ça sur Terre, et donc c'est un effort d'imagination. Par d'autres aspects, par exemple vous ou mes parents à qui je montre ça, pardon, je préjuge que vous ne connaissez pas grand-chose à la biologie, vous ne vous sentez pas insulté si vous connaissez très bien, dites-le moi. Si je leur montre ça, mes parents ils vont dire oui, bah, ça ressemble à une cellule. Donc on est l'exotique, on est toujours l'exotique de quelqu'un ou le banal de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Et on pourrait imaginer des formes de vie bien plus exotiques que ça. Et ça pose la question de jusqu'où on doit regarder. C'est ce que j'ai un peu essayé de faire dans le bouquin. Donc, il y a plusieurs stratégies pour arriver à répondre à ces questions-là. Première stratégie, et je vais vous en donner plusieurs pour vous montrer grosso modo qu'elles aboutissent. Elles aboutissent toutes à une impasse, à mon sens, et pour en faire une proposition derrière. Première stratégie, je vais y aller rapidement, l'idée de faire une définition minimale du vivant. Est-ce qu'on peut, avec quelques mots, capturer ce que le vivant biologique a d'original par rapport à tout le reste? Alors, il y a des tentatives célèbres, par exemple Francis Crick, qui est le Crick de Crick et Watson, de la double hélice d'ADN, très grand, les plus grands biologistes du XXe siècle. Je devrais dire la double hélice d'ADN de Crick, Watson et Franklin, parce qu'il y a co-découvreuses qu'on a laissé de côté injustement. Donc, il est très célèbre et il dit la vie, c'est les systèmes qui se reproduisent, qui ont un métabolisme, c'est-à-dire qui vont mobiliser de l'énergie et fabriquer, pour fabriquer leur propre matière, échanger de la matière et de l'énergie avec l'univers, et les structures qui peuvent évoluer. Si vous avez ça, vous êtes vivant.
Le problème, c'est que cette définition, elle ne marche pas très très bien, notamment pour les virus. Les virus sont tout à fait capables d'évoluer, on a payé pour le savoir, tout à fait capables de se reproduire, on a payé pour le savoir. Par contre, ils n'ont pas de métabolisme, donc ça dépend, si on s'intéresse au métabolisme, ils ne sont pas vivants. Puis si on est un généticien et qu'on s'intéresse à leur évolution, on peut faire une carrière entière sur les virus, parce qu'avec la génétique des virus, on peut très bien travailler. Donc ces définitions très, très simples, elles ne sont pas suffisantes. Une autre, par exemple, une définition qu'avait proposée la NASA, justement dans la perspective de travailler à ces renifleurs de vie qu'elle allait envoyer. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est n'importe quel système chimique auto-entretenu capable d'évolution darwinienne. Voilà. Bon, ça c'est très élégant, c'est bien vu, sauf que quand vous regardez un bonhomme qui se balade dans la rue, vous ne savez pas s'il est capable d'évolution darwinienne, c'est pas marqué sur sa tête, c'est une définition très générique, et puis si vous avez un animal qui est stérile, par exemple, un mulet, il ne va pas avoir une évolution darwinienne très prononcée dans sa descendance parce qu'il n'en aura pas, pourtant on est d'accord qu'il est vivant quand même. Bon, donc cette histoire-là, elle pose d'autres questions. Donc à chaque fois, des petites définitions très simples, elles sont trop simples. Alors après, il y a les définitions plus ambitieuses, des définitions que j'appelle fonctionnelles. Ça remonte à très loin cette affaire-là, même Aristote déjà avait proposé une sorte de définition à beaucoup d'entrées de ce que pouvait être la vie. C'est jamais A, c'est A plus B plus C et plus D plus plein de choses. Donc déjà chez Aristote, il disait la vie c'est être capable de se nourrir, de se reproduire, d'avoir des sensations, d'avoir des capacités de mouvement, des capacités de penser. Alors il ne disait pas que tous les êtres vivants pensaient, il disait qu'il y avait plusieurs intensités de vie et que nous, on pensait plus que les plantes, par exemple. Et donc, il a admetté cette idée qu'il y a une sorte de gradualité dans ce que être vivant, même au sens naturaliste, pouvait vouloir dire. Un saut dans le temps acrobatique atroce, reproduisez pas ça chez vous. Ernst Mayr, un très grand évolutionniste du XXe siècle, propose grosso modo une liste à rallonge avec des critères très très précis. Il vous parle de... Point 2, les systèmes vivants sont composés d'un set unique de macromolécules. Point 3, les phénomènes importants dans les systèmes vivants sont de manière prédominante qualitative et pas quantitative. Bon, débrouillez-vous pour faire une définition simple avec ça et vous en servir. C'est pas évident. C'est quoi un phénomène important? À partir de quand on arrête d'être important? Bon, il y a plein de choses. Plus la définition est complète, plus ça pose problème. Et cette question des définitions, elle a même été moulinée par des auteurs qui les ont compilées, qui ont essayé d'en extraire un jus sémantique, en fait, en regardant tous les mots qui revenaient très souvent dans des centaines de définitions de la vie. Et ils sont arrivés à l'idée que la vie, c'était quelque chose qui était au croisement, quand on voyait tous les mots qui sortaient de toutes les définitions qu'on pouvait compiler, au croisement de systèmes, de matière, de chimie, de complexité, de reproduction, d'évolution, bref, des choses qu'on sait déjà. Hein. C'est comme si on comptait les moutons en comptant les pattes et en divisant par 4. On a fait beaucoup de travail pour arriver à des choses qui sont déjà connues des biologistes. Alors, plus récemment, d'autres auteurs ont proposé qu'il existe, pour caractériser le vivant, une sorte, dans le seuil de ce qui ferait la différence entre le vivant et le non-vivant, on a beaucoup parlé de la complexité biologique. C'est une notion qui est très à la mode. J'imagine que vous entendez parler de complexité dans vos domaines aussi. Si vous n'êtes pas complexe avant 50 ans, c'est que vous avez raté votre vie normalement. Donc, en biologie, c'est pareil. Sauf qu'il y a un problème, je ne sais pas dans vos disciplines, mais dans la mienne en tout cas, c'est que c'est un argument qui est très circulaire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas défini dans l'acception précise de ce qu'est la complexité, en quoi tous les êtres vivants sont plus complexes que tous les êtres pas vivants, on n'a pas rempli sa part de travail. Et là, par exemple, à gauche, vous avez ce qui des trois objets qui sont sur cette diapositive m'intéresse le plus, qui est une petite bactérie qui s'appelle Mycoplasma. C'est un des plus petits êtres vivants au monde qu'on connaisse. Vous avez à peu près toutes ces molécules qui sont représentées sur ce dessin, qui est une aquarelle de David Gottsel, qui est un biochimiste, mais qui est aussi un peintre assez impressionnant. À droite et en haut à droite, vous avez une falaise et vous avez un superordinateur en bas à droite. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par le mycoplasme que par les deux autres, mais par contre, il me semble à peu près sûr qu'il n'y a aucune définition de la complexité qui va me prouver que ce truc-là est plus complexe que les deux choses qui sont à droite. Une falaise, c'est très complexe à définir. Hein. Si vous devez la définir pixel par pixel, il y a un degré de complexité, selon certaines acceptions de la complexité, qui est maximum. Un super ordinateur, j'en parle même pas.
cette petite bestiole, elle peut faire des tonnes de trucs, mais ça me paraît très compliqué de prétendre qu'elle est plus complexe qu'un ordinateur. Et donc là, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas défini une notion de la complexité qui permet de trancher, eh ben, on ne peut pas partir de ce postulat-là. Or, justement, le but est de trancher. Donc, il y a un truc qui se mord la queue dans cette histoire de la complexité. Donc, tout ça, ça aboutit à un terrain où, en gros, les biologistes considèrent que la vie, ils sont à peu près d'accord dessus, mais ils ne la définissent pas. Et les philosophes de la biologie, eux, derrière, sont comme des fous, en train de dire à peu près tout et n'importe quoi. Donc, par exemple, vous avez des auteurs qui disent que la vie est forcément un concept aux frontières floues, cluster. Alors ça, c'est, pardon, hein, c'est illisible, je suis désolé, je vais un peu vite, mais c'est des diapositives, c'est des extraits. Celles qui vont suivre et celles-là, c'est des extraits d'un numéro spécial de la revue Synthèse, qui est une revue de philo des sciences, qui date de 2012 et qui avait traité la question de ce qu'était la vie par les philosophes de la biologie et les philosophes de la science. Et il y a plusieurs papiers, et donc je donne quelques abstracts. Généralement, dans mes présentations, je les laisse, donc ça vous permet aussi d'y revenir un peu plus tard. Mais je déblaye un petit peu à l'oral. Donc là, en gros, dans ce papier-là, l'auteur, c'est par ailleurs tous des auteurs excellents, je vais dire du mal, mais ils sont quand même excellents, il dit, voilà, la vie, c'est un cluster concept with fuzzy boundary. Donc c'est un concept aux frontières floues. Donc là, on ne sait pas pourquoi, on serait capable de définir plein de choses précisément dans l'univers, mais la vie, ce serait intrinsèquement flou, ce serait intrinsèquement impossible à définir de manière précise. Alors, il y a un truc qui, à mon avis, est problématique, en tout cas pour un biologiste, pour un scientifique comme moi. Pour moi, c'est une abdication, cette histoire-là, c'est-à-dire, voilà, c'est tellement compliqué qu'on va forger une sorte de nouveau concept qui est celui de concept flou pour s'en sortir. Pour moi, à mon avis, c'est plutôt le signe qu'on n'arrive pas, qu'on ne s'est pas posé encore les bonnes questions. Mais en tout cas, il est insatisfaisant. Donc il y a ceux qui disent que c'est forcément un concept aux frontières floues. Vous en avez d'autres qui vont dire que la vie, reconnaître la vie, c'est évident. Par exemple, James Lovelock, l'auteur de l'hypothèse Gaïa, hein, qui est par ailleurs un ingénieur de la NASA, c'est pas du tout un baba cool, comme des fois on a pu mal comprendre l'hypothèse Gaïa. C'est quelqu'un de très sérieux qui a travaillé sur les sciences du système Terre, et il disait notre connaissance des choses vivantes est instantanée, automatique, on a même un instinct, dans notre instinct on a un programme de reconnaissance de ce qu'est la vie. Donc c'est pas la peine, en gros c'est pas la peine de définir la vie, on la reconnaît dès qu'on la voit. Le problème c'est que quand on voit un chat, on est tous d'accord que c'est vivant, quand on voit un téléphone, on est à peu près tous d'accord que c'est pas vivant. Quand on voit du lichen ou une mousse sur un mur, est-ce que c'est de la moisissure, est-ce que c'est de la rouille, est-ce que c'est du... Là, on ne sait pas. Et le problème, c'est justement dans ces moments-là qu'on aimerait savoir précisément. Donc ça ne va pas non plus. Définir la vie est une nécessité morale. Bah oui, alors ça c'est un autre angle, évidemment, c'est pas le même type de question, mais ça se comprend de dire ça, parce que quand vous faites des lois sur la biodiversité, quand vous faites des lois pour protéger l'humain, par exemple, par rapport à d'autres espèces, quand vous faites des lois sur le bien-être animal, vous posez en permanence des questions sur la frontière entre le vivant, le non-vivant, l'animalité, la non-animalité, l'humain, le non-humain. Et donc, le droit a des frontières très tranchantes, en fait, et vous êtes obligé de faire des catégories. Et si vous n'arrivez pas à définir ce que c'est que la vie, vous avez du mal. Enfin, la philosophie ne fournit pas à la société, et en particulier au droit, qui est finalement la codification des décisions qui sont prises collectivement, ne fournit pas des armes pour protéger efficacement ce qui serait vivant par rapport au reste. D'autres vont dire que c'est impossible, on ne peut pas définir la vie tant qu'on n'a pas de théorie de la vie, ce à quoi on pourrait répondre que c'est sûr que tant qu'on n'a pas de théorie de la vie, l'inverse est valable aussi, je veux dire. D'autres vont dire que c'est impossible et même inutile. Bon, je passe les détails. Alors, à ce stade, peut-être vous vous dites, est-ce que c'est si important que ça finalement de définir précisément la vie? Alors je vais vous donner un mini-exemple complètement anecdotique qui va peut-être pas vous convaincre que ce soit importantissime, mais ça va me permettre d'aller sur une proposition pour en sortir, à laquelle j'ai travaillé, mais je vais présenter les travaux de mes prédécesseurs qui sont plus intéressants que les miens. Ça, c'est un papier qui est paru dans Science il y a quelques années, en 2013, où on vous parle de cristaux vivants qui sont activés à la surface de colloïdes par la lumière. Et cristaux vivants, quand vous êtes quelqu'un qui vous interrogez en permanence sur ce que c'est que la vie,
qui regardaient les communautés des chercheurs qui essaient de fabriquer de la vie en laboratoire, ceux qui disent on est presque en train d'y arriver, on va y arriver, attendez, on y est presque, ça y est, on y est arrivé, puis quand on regarde, en fait, ils n'y sont pas arrivés, et que vous voyez un titre de Science qui dit des cristaux vivants, vous dites ah ben on m'avait pas prévenu quoi, on m'avait pas prévenu que les cristaux étaient vivants. Ça tombe bien parce que ça fait 10 ans que j'essaye de regarder ceux qui arrivent à franchir le seuil, et puis là on ne dit rien. Bon, donc je vais regarder le papier, évidemment, ça m'intéresse. Déjà dans le résumé, cristaux vivants, ils commencent à prendre des guillemets, donc ça c'est plutôt mauvais signe parce qu'en fait on va s'apercevoir qu'ils ne sont pas vivants du tout. Et en fait, voilà, ils ne sont pas vivants du tout, mais ils ont juste des petites propriétés d'agrégation. Quand les agrégations gros, ils se divisent en deux. Donc bon, voilà, c'est métaphorique, quoi. Ça ressemble à des cellules qui se divisent, mais bon, c'est pas du tout des cellules qui se divisent, c'est des petites billes de cristallines qui se répartissent et qui peuvent voguer au gré des associations et des dissociations. Mais vous voyez, par exemple, là, quand il y a un flou comme ça, c'est un mini problème, ça ne va pas changer la face du monde, mais c'est un problème parce que ça va permettre de faire beaucoup de bruit autour de l'article. Cet article a fait beaucoup parler de lui dans les bases de données, dans les sites qui parlent de la science et tout, juste parce qu'il y avait marqué ça dans son titre. Si on avait marqué des colloïdes cristallins qui se dissocient sous l'effet de la croissance, ça aurait attiré un peu moins de lecteurs. Mais ça m'intéresse parce que ça parle de cristaux. Et c'est mon point, c'est un des points que je développe dans le travail sur les infravies, c'est que si on prend pour un biologiste la némésis du vivant, c'est bien le cristal, quoi. C'est ce qui paraît le plus s'opposer à la vie biologique, c'est les structures cristallines. D'ailleurs, une partie du questionnement scientifique, j'ai discuté avec un collègue, il m'avait dit une phrase que j'avais mis dans le bouquin qui s'appelle Infravie, auquel je fais allusion de temps en temps là, depuis le début de la présentation. Il m'avait dit comprendre la vie, c'est comprendre pourquoi il y a autre chose que des cailloux sur Terre. C'était ça son idée. Donc vraiment cette idée, même quand on cherche les origines de la vie, on va chercher dans des roches des signes qui évidemment se sont minéralisés, mais qui peuvent être la preuve qu'il y avait quelque chose d'autre que des cristaux qui s'étaient développés. Il se trouve que, et c'est un philosophe des sciences qui le soulignait dans les années 90, qui s'appelle Marc Bedeau, il se trouve que quand on parle des cristaux, on peut leur attribuer de manière un peu contre-intuitive beaucoup des caractères que généralement on prête aux vivants. Là par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si je ne vous avais pas dit que c'était un article sur les cristaux, que je vous avais demandé juste de regarder les têtes de paragraphes de chacun des paragraphes qui sont sur cette diapositive. Donc le premier parle de reproduction, le deuxième parle de variation, le troisième parle d'hérédité, le quatrième parle d'adaptativité. Ces mots-là, vous auriez spontanément, je pense que beaucoup d'entre vous se seraient dit, tiens, on va parler de vivants, on va parler d'organismes, on va parler de structures vivantes. Il se trouve que cet article ne parle que de cristaux et montre que les cristaux ont une capacité de reproduction. Bon, ça, c'est pas délirant, les cristaux croissent et puis à un moment ils se divisent en deux, ils cassent et puis ils vont faire un autre cristal un peu plus loin s'il y a de l'eau qui les disperse et ils vont continuer à croître. Donc croissance, division, voilà. Donc les cristaux peuvent se reproduire, en tout cas à la manière d'une division. Les cristaux peuvent varier, évidemment, si la composition chimique des éléments élémentaires changent, ils peuvent éventuellement changer dans leur structure cristalline. Ces changements sont potentiellement héritables, parce que la matrice cristalline va engendrer une sorte de reproductibilité de cette matrice dans les nouveaux cristaux, et ils sont en partie adaptables. Donc, ce que montre ce papier, qui est un papier de philo, et le but n'est pas de renverser la table, mais plutôt de nous faire penser le plus possible contre nous-mêmes en tant que biologistes, dit regardez dans ce que vous attribuez comme caractéristiques propres aux vivants, en tirant un peu les choses à l'extrême, on pourrait les montrer présentes chez les cristaux aussi. Et donc le sous-texte ici, c'est est-ce que vous êtes absolument sûr qu'il y a une distinction fondamentale entre les vivants biologiques et les non-vivants que seraient les cristaux dont ils sont issus. Alors Bedeau, il a travaillé avec, c'est une personnalité intéressante parce qu'il a travaillé avec d'autres, avec des biologistes, et il a fait une proposition qui finalement arrive à parler de vie continue, par degré, plutôt que par rupture.
Il dit, ben, regardez par exemple, même si on part de vision très classique du vivant, tout à l'heure je vous ai parlé des définitions minimales, il y en avait une avec 3 entrées, hérédité, enfin évolution, métabolisme, reproduction. Alors, lui, il est parti d'un trio qui fonctionne pas mal aussi, c'est le trio compartimentation, métabolisme, programme. C'est une sorte de trépied. Donc, compartimentation, les êtres vivants, c'est des cellules, même les plus petits, c'est des cellules, donc c'est compartimenté. Le programme, c'est au sens du programme génétique, hein, donc ils sont capables d'avoir un programme qui se reproduit et qui se reconstruit. Et puis le métabolisme, j'ai parlé du métabolisme tout à l'heure. Il dit, ben, si vous regardez la vie sur Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui, la vie sur Terre, ce serait le diagramme formel, hein, qui serait en bas à droite, c'est-à-dire tous les êtres vivants ont des compartiments, un métabolisme et un programme, et puis ces 3 entités influent les unes sur les autres, d'où les flèches à double sens, d'accord, y compris sur eux-mêmes. Mais il dit conceptuellement, on pourrait imaginer toute une série de possibilités où les interactions ne soient pas complètes, où il y ait par exemple pas des influences réciproques du compartiment sur le programme ou du programme sur le métabolisme. Et donc vous voyez qu'on part en bas à droite de quelque chose qui est très plein, qui est la situation présente sur Terre, mais qu'on pourrait la dégrader et imaginer des formes intermédiaires qui seraient déjà des formes d'interrelation entre ces structures, mais qui ne seraient pas des choses qu'on connaît sur Terre, et qui pourtant seraient clairement quelque chose d'apparenté au vivant. Et il va un peu plus loin, il décompose la chose encore plus, et ça c'est une modélisation de base, hein, tout le monde pourrait y arriver. Il dit, ben, si on part de l'idée qui est, alors c'est complètement à gauche du diagramme, des compartiments tout seuls, ou un métabolisme tout seul dans un coin, ou un programme tout seul dans un coin, ou enfin un système génétique tout seul dans un coin, et qu'on va à l'autre bout du diagramme, qui est ce qu'on connaît sur Terre, c'est-à-dire le triangle avec toutes ces interrelations, il dit, ben, en fait, il y a toute une gamme de possibilités. En fait, il y en a 512 quand on les dénombre, hein, il n'y a rien de très compliqué à faire ici. Il y a toute une possibilité, et il dit, la zone grise, là, c'est une zone où les structures sont ni forcément vivantes, ni forcément non vivantes. Et il dit, grâce à ça, on ne délimite pas clairement de limite entre on ne trouve pas de limite entre le vivant et le non vivant, il faut accepter qu'il y ait une zone grise. Alors, ça peut vous paraître très théorique, et ça a été une partie de mon travail, c'était de le mettre à jour et de le documenter. Mais juste rapidement, ce que je voudrais vous dire, c'est que ma surprise de biologiste, ça a été de m'apercevoir qu'au-delà de la théorie, en fait, ces possibilités, elles sont réalisées sur Terre. Alors peut-être pas toutes, évidemment, peut-être pas les 512 combinaisons, mais il en existe plusieurs qui sont clairement un défi à la classification entre le vivant et le non-vivant. Et du coup, je vais vous donner un exemple de ces infravies, que j'ai appelé comme ça, pour vous montrer à quel point le franchissement du seuil, la question de franchir un seuil est illusoire. Alors, juste pour poser un peu mon cadre, et après je vous donnerai l'exemple, et après j'en terminerai pour qu'on échange un petit peu. À mon avis, le problème de toutes les définitions du vivant vient du fait qu'on confond la question de la définition avec la question de la délimitation. Et ça, c'est à mon avis l'écueil majeur de toutes ces questions-là. L'idée de définir le vivant, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est grosso modo, c'est le club privé, quoi. Est-ce que vous avez le droit de rentrer dans le club? Il y a un physionomiste à l'entrée qui regarde si vous avez les critères, et il y a ceux qui sont dans le club privé, c'est les vivants, et il y a tout le reste de l'univers, c'est les non-vivants. En fait, à mon avis, c'est stérile de penser comme ça, et on peut proposer des approches définitionnelles qui ne soient pas des approches en termes de périmètre. Alors, quelle est mon idée ici? C'est de dire que, en ce qui concerne le vivant, ce qu'on pense être généralement une originalité du monde vivant est quelque chose d'un peu plus large, que j'appelle le monde, donc qui existe au sein d'un ensemble de structures plus large, que j'appelle dans son ensemble le monde infravivant, qui est plus vaste que l'ensemble de tous les organismes sur Terre, et qui a une caractéristique propre, qui est la capacité à mettre la matière en mouvement de manière adaptative. Ce n'est pas n'importe quel mouvement, ce n'est pas du mouvement brownien, ce n'est pas un mouvement gazeux, c'est un certain type de mouvement qui fait résister les structures à l'engloutissement, qui fait résister les structures à l'anéantissement.
Et quand il y a ça, à mon avis, il y a les germes de ce qui va pouvoir un jour être appelé vivant, et c'est ce que j'appelle une structure infravivante. Dans ces structures, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, il y a des structures cristallines, j'en ai évoqué quelques-unes, il peut y avoir des virus, j'aurai moins le temps d'en parler, mais si vous avez des questions, je pourrais vous donner un exemple. Des petites organites, c'est-à-dire des choses qui vivent qui sont situées à l'intérieur des cellules, et puis aussi des organismes, puisqu'il n'y a pas de raison que les êtres vivants ne soient pas caractérisés par cette mise en mouvement adaptatif de la matière, c'est évident. Donc, dans ce monde infravivant, qui serait le monde en bleu clair, le monde vivant existe, et il peut être défini, pas par un périmètre, mais par le fait qu'il est une des possibilités matérielles de ce monde infravivant, une de ses directions, ou une de ses limites au sens asymptotique. Par exemple, vous voyez deux taches rouges là, vous êtes tous d'accord qu'il y a deux taches rouges, et je pense qu'on tomberait assez tous d'accord sur l'idée que savoir quand commence cette tache rouge n'a pas beaucoup d'importance. On voit bien que c'est graduel. Si vous voyez une colline dans un paysage, la question de la base de la colline, elle est très arbitraire en fait. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une colline avec une pente douce, mais le début de la colline n'est pas quelque chose de très intéressant. On va dire c'est le niveau de la mer, c'est le niveau de c'est le niveau le plus bas, mais ce sera de toute façon arbitraire. Donc la question c'est la dynamique avec laquelle la colline se déploie. Ben, pour le vivant c'est pareil, et en rouge vous auriez par exemple le monde vivant tel qu'on le connaît sur Terre, au sein du monde infravivant qui est l'ensemble de toutes les possibilités, et puis en rouge ailleurs vous aurez une autre forme de vie sur une autre planète par exemple. Alors là, je l'ai fait en 2D très rapidement avec mes connaissances limitées. Vous pourriez le faire en 3D, en 4D, je ne sais pas en combien de D vous pourriez le faire. Ça pourrait se déployer de plein de manières différentes. Évidemment, là, c'est vraiment minimal. Alors, je vais vous donner un exemple, et je vais essayer de le faire le plus simple et le plus pédagogique possible, pour vous montrer que ça, c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est quelque chose qu'on trouve. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'hérédité, de métabolisme et de reproduction. Je vais rester sur l'axe de l'hérédité, de la génétique, d'accord? Je pourrais vous le faire avec les deux autres axes, mais je vais le faire avec un exemple pour un axe, et puis vous verrez qu'on peut jouer avec ça de la même manière sur les autres axes. Sur l'axe de la génétique, il y a une manière de poser la question de ce qu'est la vie, a été combien de gènes il faut à un organisme pour vivre? Combien de gènes minimum il faut à un organisme pour vivre? C'est une question qui peut vous paraître un peu sortir de nulle part, mais quand on est généticien, c'est intéressant, quoi. Quand on regarde les plus petits organismes vivants, on se dit avec quoi qu'est-ce qui peut leur suffire? Et pour un biologiste de synthèse, c'est-à-dire celui qui veut fabriquer de la vie en laboratoire, ça peut être intéressant aussi, parce que lui, il va se dire, si j'arrive à coller ces X gènes dans une bactérie, est-ce qu'elle va pouvoir démarrer toute seule et être capable de lancer une lignée complètement autonome? Ces questions-là, c'était des questions très théoriques. Il se trouve que les années 90 et 2000 ont apporté la possibilité de répondre expérimentalement à cette question, parce qu'on s'est mis à séquencer des génomes, c'est-à-dire lire des génomes entièrement, et espèce par espèce. Et dès 1995, on a été capable de séquencer des génomes de bactéries entiers. Et séquencer, quand on séquence, ça veut dire que notamment on est capable de compter combien il y a de gènes sur chacun de ces génomes. Ça tombe bien, comme on a commencé à séquencer des bactéries plutôt petites, on s'est dit, si on compare ces groupes de gènes qu'on a trouvés, est-ce qu'on va trouver toujours les mêmes gènes? Est-ce qu'on va en trouver certains en commun? Ou est-ce qu'on va trouver des gènes complètement indépendants d'une bactérie à l'autre? Alors évidemment, comme tous les êtres vivants sont connectés les uns aux autres par leur histoire évolutive, on a toujours trouvé des points communs. Et la question, c'était l'intersection entre deux groupes de gènes. Est-ce qu'on va la trouver chez tous les êtres vivants? En gros, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un ensemble de gènes qui soit tellement indispensable qu'il ait été conservé dans tout l'arbre évolutif, de la bactérie jusqu'au séquoia, en passant par les animaux et les champignons. Okay. Alors, on a pu faire ça à partir des années 2000, grosso modo, et je vais très très vite. On a trouvé un lot qui était commun à un très grand nombre de bactéries, qui était de 206 gènes. 206 gènes, ordre de grandeur, hein, retenez que cet ordre de grandeur-là. On s'est dit, avec 206 gènes, ces 200 gènes sont partagés par l'ensemble des bactéries, ça doit vouloir dire que c'est probablement les gènes les plus importants pour survivre. Et peut-être probablement les gènes les plus anciens, les plus conservés, et peut-être ceux qui permettraient à une entité, si elle n'avait que cela, de s'en sortir. Petit problème, la bactérie la plus petite qu'on connaissait à l'époque faisait 450 gènes. Ça, c'est l'intersection de 106 gènes, mais la bactérie la plus simple faisait 450 gènes. Donc, il y a deux questions
brûlante pour un biologiste, c'est d'abord comment on est passé de 0 à 200. S'il en faut 200 pour vivre, ça veut dire quoi les organismes qu'on avait 15, qu'on avait 20, qu'on avait 50? S'ils n'étaient pas viables, comment ils ont réussi à, comme ça péniblement à transmettre le bâton aux autres, aux générations suivantes? Et puis deuxième question, si le minimum c'est 200, pourquoi il n'y a rien entre 200 et 450? Pourquoi le plus petit des êtres vivants qu'on connaît fait 450 gènes? Et à l'époque, on a beaucoup... Alors, la première question, c'est une énigme, hein, je ne vous cache pas. La deuxième, on a beaucoup écrit, j'y ai contribué, comme ça je peux mettre un peu du sable sur la tête. On a contribué en disant, bah, c'est normal, quand on en a 200, c'est que on a juste le minimum, et le vivant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut tâtonner, il faut avoir des solutions de secours, il faut avoir la capacité d'explorer. Donc il faut un matelas de gènes supplémentaire pour pouvoir, en cas de galère, fonctionner. Justement, le vivant n'est pas machinique, il essaye des trucs. Quand il est placé dans l'adversité, s'il a un matelas d'outils un peu bancal, mais qui sont quand même là à disposition, peut-être que ça va permettre à une fraction d'entre eux de survivre et puis de continuer à évoluer. Donc, on avait écrit beaucoup de choses là-dessus, j'y ai contribué, je n'étais pas le seul, sur cette complexité minimale qu'il fallait pour être vivant. Et on en était là quand une équipe de chercheurs japonais a levé la main au fond de la salle en disant on s'excuse de vous déranger là pendant que vous parlez sur la différence entre 200 et 250. Et nous, on en a trouvé une qui faisait 180 gènes. Donc, elle en a moins que le minimum. Alors là, du coup, toutes les belles discussions qu'on avait eues sur comment et pourquoi en avoir plus, ben on les a pris avec élégance et style, on les a mis dans une poubelle, et puis on a changé la discussion et on a regardé ce que c'était que ces bestioles-là. Ces bestioles-là, donc elles sont à droite, à gauche évidemment c'est pas une bactérie, c'est un insecte, et à droite, donc c'est Carsonella rudii, les petits points roses, c'est autant de bactéries, et ils vivent à l'intérieur des insectes. Elles vivent à l'intérieur des insectes. Mais attention, elles ne vivent pas seulement à l'intérieur des insectes, ça, des bactéries qui vivent à l'intérieur de vous-même, vous savez que ça existe, ça s'appelle le microbiote, tout ça, vous en avez entendu parler. Mais celles-là, elles vivent à l'intérieur des cellules. Leur environnement, c'est une cellule. C'est-à-dire que leur univers, leur environnement, leur sphère, leur biosphère, c'est une cellule. D'accord ? Et ça, quand on nous a dit ça, on a dit « Ah oui, mais on comprend ». Parce qu'évidemment, c'était des bactéries, et puis elles se sont trouvées une place dans une lignée cellulaire. Et puis comme à la lignée cellulaire, dans une cellule, on est au chaud quand même. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein à manger, il y a une cellule qui travaille, qui métabolise, qui transforme ce qui vient de l'extérieur en nutriments et tout ça. En fait, c'est des bactéries qui se sont progressivement déperdues en gènes et qui ont perdu des gènes parce qu'elles sous-traitent à la cellule qui les accueille en fait. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit parce que les biologistes connaissent très bien des structures qui vivent à l'intérieur des cellules, qu'on appelle des mitochondries, et qui sont de toute évidence des anciennes bactéries qu'une cellule aurait eu l'excellente idée de ne pas bouffer complètement, de ne pas saucissonner en rondelles, mais de garder pour elle, d'internaliser et de la domestiquer pour en faire ce qu'on appelle maintenant les usines à énergie des cellules. Donc des exemples de cellules qui deviennent non vivantes, parce que ces mitochondries, on ne considère pas que c'est vivant, il leur reste une dizaine de gènes, mais elle ne sait pas du tout suffisamment pour être autonome. Ces structures-là, elles ne sont pas vivantes, mais on considère qu'elles viennent d'anciennes bactéries. Et ce que des auteurs qui ont travaillé sur Carsonella, la petite bactérie que j'évoquais à l'instant, qui vit à l'intérieur des cellules, disent, c'est, en fait, Carsonella, c'est une bactérie, peut-être qu'elle est vivante aujourd'hui, mais en fait, on ne sait plus très bien. Peut-être qu'elle est tout simplement sous nos yeux en train de cesser d'être vivante. Parce qu'elle est plus autonome, si vous la sortez de la cellule, elle ne va pas pouvoir s'en sortir. Au passage, la cellule qui l'accueille ne va pas pouvoir s'en sortir non plus. Donc ça veut dire que l'autonomie, elle se pose pour l'accueilli comme pour l'accueillant, l'autre aux deux sens du terme. Et du coup, là on voit bien un exemple dans la nature de structure qui est ni complètement vivante, ni complètement non vivante, juste en comptant le nombre de gènes. Et ça, en fait, c'est le début d'une histoire. En fait, si vous prenez l'axe de la génétique, vous avez le minimum que j'évoquais tout à l'heure à 200 gènes. Vous avez des organismes qu'on connaissait, les plus petites bactéries qu'on connaissait autonomes, qui avaient 450 gènes. Vous avez vous, les chats, les arbres, qui avaient plusieurs dizaines de milliers de gènes. Moi aussi. Bon. Après, vous avez des structures comme des virus où il y a quelques gènes. Ça, c'est pas vivant. D'habitude, on considère que c'est pas vivant. Et puis, vous avez des bactéries qui ont beaucoup moins de gènes que ce minimum, mais qui sont quand même encore des bactéries. Puis, vous avez ces mitochondries qui ont une vingtaine de gènes,
Mais on en connaît certaines qui en ont 70, donc entre 70 et 180, on commence un peu à combler l'espace. On connaît aussi des virus qui n'ont pas une vingtaine de gènes, comme le SARS-CoV-2, mais qui en ont 2000, qui sont plus gros que certaines bactéries, qui ont des génomes plus gros que certaines bactéries. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Je suis en train de vous raconter que sur l'axe de la génétique, en fait, du nombre de gènes en tout cas, il n'y a pas de seuil qui fasse sens. C'est-à-dire que, quel que soit ce qu'un biologiste de synthèse voudrait faire en disant en laboratoire, je suis le premier à avoir dépassé le seuil de temps, en fait, la nature l'a déjà fait. La nature a déjà joué à saute-mouton avec tous ces seuils. Et donc, ça m'amène à l'idée qu'il est vain de vouloir trouver un minimum de vie dans les seuils génétiques, comme on pourrait le faire avec les seuils métaboliques et comme on pourrait le faire avec d'autres seuils. Et donc, d'où cette idée de faire le deuil de la frontière entre le vivant et le non-vivant, et de s'en remettre à plutôt l'idée que le vivant est une dynamique particulière, qui a son autonomie, hein, qui a son originalité, et dont l'originalité n'est pas juste de se différencier de manière tranchante du reste de l'univers, mais qui entretient un rapport, ce que j'appelle un rapport de tension permanent entre l'inorganique et l'organique. Et ça, donc, je vous ai parlé de mitochondrie. Au milieu, vous avez une cellule canonique qu'il y a dans tous les manuels de biologie. Tout autour, vous avez toute une série d'entités sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, qui pourraient être qualifiées d'infravies, parce que soit qu'elles aient été fabriquées en laboratoire, soit qu'on les trouve naturellement dans des systèmes biologiques. Et donc, du coup, je terminerai sur cette citation de Canguilhem, un des plus grands épistémologues du XXe siècle, qui disait, de manière assez précise, je trouve, il ne peut rien manquer à un vivant si l'on veut bien admettre qu'il y a 1001 façons de vivre. Et ça, c'est intéressant parce que, du coup, ça va un peu dans le sens de cette idée qu'il est illusoire de chercher un seuil de vie, parce qu'il y a plein de manières de se projeter dans la vitalité, hein, y compris de manière strictement biologique. Et c'est intéressant aussi, je conclurai par ça, à l'ère où on va vous parler de vivants augmentés, et singulièrement d'humains augmentés, où on vous présente les humains comme des jauges, hein, qui seraient plus ou moins vides et qui attendraient qu'on les augmente de manière quantitative. Moi, je pars plutôt de l'idée que chaque vie est pleine. Que chaque vie est pleine et qu'on n'augmente pas une vie comme on augmente une jauge, comme on rajoute des choses. Et c'est, à mon avis, s'inscrire dans une vision assez mécanistique et réductrice et artificielle du vivant que de penser les vivants, et en particulier les humains, comme des structures, comme des machines auxquelles on pourrait rajouter des bouts pour les rendre plus performants. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Je trouve ça vraiment intéressant et audacieux qu'une école de design industriel et une architecture programme. Et j'ai oublié de vous remercier d'ailleurs pour ça, mais merci de me fournir l'occasion. Je vais poser vraiment une question sur le total néophyte, vous êtes bête, je ne sais pas. Vous n'avez pas parlé dans votre présentation de la question de l'énergie dans le vivant, et les sciences humaines et sociales, les sciences de gestion, le design, etc. ont beaucoup emprunté la notion d'entropie et de mégantropie qu'on retrouve aussi dans les approches politiques, Stigler, etc. Et donc, je crois que ça vient vraiment, ce sont des notions qui viennent de la biologie. Voilà. Et donc, j'aimerais bien comprendre vraiment le sens de ces notions-là, en quoi elles participent ou pas de la définition de la vie. Bien sûr. Et finalement, c'est quoi le chemin qui a été fait pour qu'on les retrouve dans les sciences de gestion, pour parler des organisations publiques? Alors ça, je serais moins capable de répondre à la deuxième partie de la question. Alors sur l'entropie, merci pour votre question, c'est une très bonne question. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle me permet au passage de souligner un symptôme qu'il y a dans la manière dont on regarde le vivant. C'est-à-dire que, grosso modo, on va considérer les êtres vivants comme des structures qui vont transitoirement contenir la montée en entropie. L'entropie ne peut aller qu'en croissance, c'est le deuxième principe de la thermodynamique dans les systèmes ouverts, et que les systèmes biologiques sont des systèmes dans lesquels il y a un ordre transitoire qui existe, et donc on considère qu'ils peuvent localement réduire l'entropie. Ce qui semble être contre le deuxième principe de la thermodynamique, ça ne l'est pas du tout, parce que, évidemment, le prix à payer pour qu'il y ait de l'entropie qui se concentre à un moment, c'est qu'elle se dégrade par ailleurs.
Par ailleurs, c'est transitoire, c'est-à-dire qu'un être vivant, il finit toujours par redevenir poussière, et donc du coup, son entropie, elle va finir par... l'entropie de la structure, elle va finir par croître de toute façon. Donc il y a toujours une montée vers le désordre, mais le vivant est une sorte de sursis en fait. Chaque être vivant a une forme de sursis, de retard à la montée en entropie de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un peu sur ce principe-là qu'on voit le vivant. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur le vivant calé contre la deuxième loi de la thermodynamique. C'est très très exagéré, mais en tout cas, c'est intéressant évidemment de voir ça. Pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que c'est une manière finalement assez subjective, derrière une apparence d'objectivité, c'est une manière assez subjective de considérer que ce qu'il y a d'original dans le vivant, c'est son ordre. Et ça, moi, c'est quelque chose contre lequel je me suis construit après avoir été formé à cette idée-là. On m'a appris l'ordre biologique, on m'a parlé des organismes qui sont des êtres donc organisés, hein, c'est le terme. On m'a appris la régularité des structures, on m'a appris tout ça. On m'a appris que c'était ça le vivant. Moi, j'ai progressivement, avec les gens qui m'ont formé, avec les gens qui ont encadré ma thèse et tout ça, été sensibilisé à d'autres manières de voir, et notamment d'accueillir le désordre comme un principe fondamental du vivant. On en a un exemple flagrant qui n'est pas polémique, c'est les fonctionnements darwiniens au niveau des espèces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordre qui va dire aux espèces évolue dans telle direction, évolue dans telle direction. Ça foisonne, ça prend tous les chemins que ça peut prendre. Et pour des raisons contingentes ou pour des raisons d'adaptativité, certaines voies sont sélectionnées. Mais il n'y a pas un grand plan designé qui explique les choses à l'avance. Donc il y a un désordre qui est utile, une exploration aléatoire qui est utile. Nous, il se trouve que dans mon travail de thèse, on avait travaillé là-dessus, c'est-à-dire on avait regardé comment les cellules fonctionnaient de manière très aléatoire, et on s'en rendait compte quand on les regardait fonctionner une par une. On ne pouvait pas le voir quelques années avant parce qu'on présupposait par exemple que toutes les cellules qui avaient les mêmes gènes fonctionnaient de la même manière. Les cellules de votre foie, par exemple, elles ont les gènes de votre génome. Dans votre foie, toutes les cellules sont censées faire la même chose, donc on pensait que toutes les cellules fonctionnaient de la même manière. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point des techniques pour les regarder une par une, et on s'est aperçu que, quand bien même elles avaient exactement les mêmes gènes, quand bien même elles avaient exactement le même micro-environnement, qu'elles étaient cyclées dans la même phase du cycle cellulaire, elles faisaient des trucs complètement différents. Et cette aléa, cette stochasticité comme on l'appelle, on l'a retrouvée à chaque fois qu'on l'a trouvée. Et donc du coup, ça a influencé le reste de mon travail, parce que au lieu de chercher à comprendre ce qu'était l'ordre biologique, j'ai cherché à comprendre dans quelle mesure la biologie c'est de l'ordre, parce que oui, il y a des structures, il y a des régularités, on a des nez au milieu de la figure parce qu'on fait partie du même groupe d'animaux, qu'on appelle une espèce, et on partage ça avec des groupes encore plus larges, donc oui, il y a des régularités, il y a des structures, mais il y a aussi un désordre principiel, dont il ne faut pas avoir peur, qui n'est pas un parasite, qui n'est pas un problème, qui est un paramètre biologique entier. Et donc si vous pensez en termes d'entropie, vous voyez que ça me mène à avoir un regard sur l'entropie qui est très différent. Parce que si on dit les êtres vivants, c'est des êtres qui font diminuer l'entropie, parce qu'ils créent un ordre particulier, c'est des cellules, elles se maintiennent, il y a des structures régulières à l'intérieur des cellules, c'est une manière de voir une baisse d'entropie. Mais si vous regardez le mouvement des molécules et des protéines à l'intérieur d'une cellule, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entropie. Donc voilà. Dans votre présentation, vous avez présenté un article publication de Nature. Oui. Et Living Christophe. Pardon? Living Christophe. Oui. Oui. C'est dans ça. Et puis, je fais la salle. Non, après, on va écouter la salle. C'est étonnant, quand même. Bah oui, c'est... Alors pourquoi ça vous étonne? Enfin, moi je suis d'accord. Hein, mais... Ça m'étonne parce que, pour plusieurs raisons, mais ce sont des publications de haut rang. Bien sûr, ouais, c'est... D'accord, là on est quand même oui. Vraiment tout en haut. Et le fait qu'il y ait cette espèce de décalage entre le titre et... le titre, et puis soudainement, boum, on met ça entre guillemets, comme on le voit dans certains sketchs canadiens, oui. Bien à la maison. On désamorce quoi, bah oui. Ça, on a les bons en fait. C'est tout à fait étonnant à ce niveau-là, quoi, en fait. Et alors pourquoi je m'interroge là-dessus, c'est que nous, en recherche en Italie, on travaille une reconnaissance du travail que nous faisons dans un contexte universitaire où on envoie nos articles de publication où il y a effectivement
des lectures par le père, bien sûr, machin, etc. Donc un modèle finalement qui ne se connaît pas d'ailleurs toute l'histoire, un petit peu, mais pas. Et je me dis que là, dans votre milieu, qui est celui qui est certainement le plus capé, Bon, j'aurais un mot à en dire, ouais. Voilà, soudainement, boum. Il y a une entourloupe, quoi. Je ne sais pas si c'est une entourloupe, je pense pour ça. Il y a même présenté en tout cas comme ça. Soudainement, il y a un truc, subjectivité, ou je sais pas quoi, ou ouais. Il y a un os, quand même. Voilà. Ouais, alors, il y a plusieurs choses à dire. Première chose, il n'est pas impossible que je surinterprète un petit peu. C'est-à-dire, c'est véniel. On pourrait dire, c'est parce que moi, je suis très attentif à tout ce qui est vivant, frontière de vivant, non vivant, que j'ai vu Christo vivant, j'en ai fait toute une affaire quand j'ai vu le titre, puis j'en fais tout un plat parce qu'après c'est entre guillemets. On pourrait dire ça, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème, j'assume éventuellement que c'est un sujet sur lequel je suis peut-être plus à, je sais pas, on va dire à fleur de peau intellectuellement que d'autres, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, pour être un peu plus sérieux, je pense, au-delà de ma propre subjectivité, de mon intérêt un peu pointilleux sur ce truc-là, ces revues comme Science sont les revues qui vont régulièrement vous pondre des dossiers sur les frontières du vivant, ces chercheurs géniaux qui essayent dans leur laboratoire de casser cette frontière et de faire la première cellule vivante et tout ça. Évidemment, quand ils refourguent un papier, mais qui est intéressant en soi d'ailleurs, hein, je veux dire, il n'y a aucun problème, sur la physique des matériaux, c'est très intéressant, mais qui construisent une narration autour du papier avec un titre très accrocheur, qui se désamorce plus ou moins, parce que dans l'article, les guillemets s'en vont, reviennent au fur et à mesure de l'occurrence de l'expression. Je pense qu'il y a un flottement qui est, on va dire, à la croisée entre une absence de rigueur, enfin une rigueur qui est très très perfectible et qu'on serait en droit d'attendre d'une revue de ce niveau-là, un peu de marketing, parce qu'il n'y a pas de raison de s'en priver et que les chercheurs des sciences expérimentales et ceux qui publient dans Science et la revue Science, elle a besoin de faire parler d'elle et elle n'hésite pas de temps en temps à faire un coup de couteau dans le contrat de la rigueur pour que ça fasse un peu de bruit. Elle a fait bien pire que ça, hein, je veux dire, ils rétractent des articles 1 ou 2 fois par an qui sont complètement bidons, donc c'est bien sûr qu'il y a plus grave que ça. Mais je pense qu'effectivement, il y a de ça. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça révèle cette espèce de zone de frottement très sensible, qui est cette histoire de frontière entre le vivant et le non-vivant. Parce qu'on joue là, on joue un petit peu avec les mots sur un sujet, et on sait très bien que ce sujet-là, quand vous allez regarder la table des matières, vous accédez aux bases de données qui recensent ces papiers, ces articles-là, ils remontent plus que les autres, c'est évident, ils sont plus regardés, ils sont plus scrutés. Et il y a un peu de jeu. Donc oui, bien sûr que dans ces revues-là, y compris dans des disciplines comme la mienne, il y a un jeu de chat et de la souris qui est à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Un peu ce que disait Churchill, que c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire que le peer reviewing, il est vicié à plein d'endroits différents. N'empêche que c'est la structure de publication qui permet de recenser le moins de bêtises possible. Mais on en recense bien sûr. Tous les ans, il y a plus d'une centaine ou 120 de papiers qui sont rétractés dans les plus grandes revues. Mais elles en publient des dizaines de milliers par an. Donc il faut voir les ratios aussi de tout ça. Mais c'est un problème. Et actuellement, il y a plutôt une dégradation du problème qu'une amélioration, ça c'est sûr. Après, il faut le pondérer par rapport aux autres manières d'accéder à la discussion scientifique et à la publication des résultats, c'est sûr. Mais on n'a pas trouvé beaucoup mieux. Il y a des manières d'améliorer les choses, de prépublier les articles et de les faire martyriser par la communauté scientifique pour que le jour où ils soient publiés, ils soient quand même beaucoup plus solides qu'avant. Enfin, il y a des techniques qui sont à l'œuvre, mais elles ne sont jamais parfaites. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Une dernière question. Oui, peut-être une question sur jusqu'à quel point le biologiste que vous êtes, il dit bien que c'est une question de frontières. C'est pareil, à un moment où on est entre les deux. Jusqu'à quel point vous vous intéressez à par exemple, les environnements numériques,
pardon, non, bien sûr. Ici, par exemple, on a l'environnement numérique de travail, le moment, on se dit vraiment, des trucs étonnants. Voilà. Oui, bien sûr. Ben, c'est une question que j'ai laissée de côté en travaillant le bouquin parce que j'étais pas sûr de moi, puis je connaissais pas assez bien les choses. Il y a beaucoup de modélisation. Pour rapprocher un peu de ce que je connais, il y a évidemment beaucoup de modélisation informatique, le jeu de la vie par exemple, et tout, qui reprennent qui sont des algorithmes et des logiciels qui évoluent, qui font évoluer des structures. Il y a des jeux vidéo comme ça, il y a des environnements, comme ça. Donc des algorithmes évolutifs, ça existe. La génétique a apporté à l'algorithmique toute une série d'outils pour faire de la modélisation. Donc, il y a un dialogue qui existe. Et il y a un dialogue qui existe d'autant plus, et c'est paradoxal à mes yeux, hein, que depuis 60 ans, on vit sous l'impérium de la comparaison entre le vivant et l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on dit, il y a un code génétique, il y a un programme génétique, bon. Et ça vient, c'est pas tombé du ciel. Depuis les années 50, la génétique, et en particulier la biologie moléculaire, s'est structurée grâce à des fonds qui venaient de recherche qui se faisaient dans d'autres domaines de la science. Hein. La génétique, la biologie moléculaire, elle a été fondée aux États-Unis avec des fonds du département à l'énergie, pas avec des fonds du NIH. Donc c'est beaucoup les informaticiens qui ont nourri l'imaginaire des biologistes, et en particulier des cybernéticiens, qui ont beaucoup alimenté. Voilà, typiquement, quelqu'un comme Norbert Wiener, ses ouvrages, c'était les ouvrages de chevet de Watson et Crick, de Jacob et Monod et de tous ces auteurs-là. Mais ce faisant, ça a commencé à ancrer leur regard sur la biologie, sur ce que je disais tout à l'heure à madame, c'était sur cette manière de fabriquer de l'ordre, de fabriquer de la précision et de fabriquer de la régularité. La notion de programme, ça veut dire écrit à l'avance, donc c'est vraiment l'idée qu'on va pouvoir faire des choses qui vont se réaliser ultérieurement. Et ça a été très utile, hein. Ça a produit énormément de résultats. Tout ce qu'on peut faire en génétique aujourd'hui, c'est le fruit de cette révolution intellectuelle. Mais ça touche actuellement ses limites, je pense, parce que, évidemment, qu'il y a une limite à la métaphore entre le vivant et l'informatique. Mais, ceci étant, c'est vrai qu'il y a des dialogues, qui sont des dialogues méthodologiques, souvent des dialogues artistiques aussi. J'en connais quelques-uns, vous en connaissez probablement beaucoup plus que moi, mais il y a beaucoup de dialogues entre les biologistes et les informaticiens, parce que, oui, faire générer des biosphères par des simulations informatiques et par des calculs, en fait, ça donne des résultats qui sont extrêmement, parfois, qui sont saisissants. Mais il ne faut jamais oublier que, parce que j'ai un tout petit peu formalisé cette histoire-là, que la nature ne calcule pas. Et que les algorithmes, c'est des calculs. C'est toujours des calculs. C'est des calculs compliqués, mais c'est des choses, si on avait 1 million d'années devant nous, on pourrait les faire à la main, ligne après ligne. C'est rien de plus que ça, quoi. La nature, elle ne fait pas de calcul. Les algorithmes, c'est des simulacres qui font ressembler, enfin, qui permettent de faire ressembler des simulations à la nature. Mais c'est pas comme ça que fonctionne le vivant lui-même. Et donc, du coup, il ne faut pas se laisser aveugler, parfois, par la ressemblance entre le simulacre et le modèle. Mais, à part ça, il y a des dialogues qui sont très féconds, il y a des virus informatiques, et ce n'est pas du tout un abus de langage de comparer le fonctionnement des deux, parce qu'il y a des points de comparaison vraiment solides, et pour le coup très, très ancrés en fait, je pense. Donc, bien sûr qu'il y a des virus informatiques, il y a des attaques, il y a de la résistance, mais, vous voyez, par exemple, l'immunité, on l'a construite au début du XXe siècle comme une science de la résistance aux invasions, à une époque où beaucoup de puissances européennes étaient en train de se résister les unes aux autres. Aujourd'hui, on redécouvre l'immunité comme plutôt un système de relations, c'est-à-dire avec une tension entre le refus de l'autre, mais parfois aussi son accueil. Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup de choses qui nous ont étonnés pendant des décennies sur l'immunité sont moins étonnantes si on les voit on voit l'immunité comme un système de relations que comme un système de défense. Typiquement, les maladies auto-immunes, on dit, mais comment c'est possible que notre système de défense nous attaque nous-mêmes? Peut-être parce que c'est pas un système de défense, justement. Peut-être parce que c'est un système de relations et que des fois, il est perturbé. Donc, il faut se méfier toujours un peu des métaphores qu'on utilise. Mais il y a quand même des liens très forts, notamment entre
les virus informatiques et les virus biologiques qui sont à mon avis très fondés. Une miniaturisation quand même plus importante des robots en fait. Du côté de la médecine, il y a aussi de plus en plus d'informatique dans la vie. Bien sûr, oui, des structures de plus en plus petites, effectivement. À terme, alors ça pose plein de questions, ça va poser des questions techniques, ça va poser des questions éthiques, mais ce qui est assez marrant, c'est que, et ça c'est un de mes grands dadas, c'est que ces questions-là, elles engendrent toujours la question épistémologique, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que quand on se demande si c'est bien ou mal de faire rentrer ces robots dans nos corps ou si c'est dangereux, c'est fondé de se poser ces questions, je ne vais jamais dire le contraire. Mais vous voyez, par exemple, c'est des robots, c'est des machines. Alors, on parle de petit, mais prenons un plus gros, le cœur artificiel par exemple. Là, on s'implante un cœur artificiel. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon, généralement, si c'est à nous que ça arrive, on va considérer que c'est très bien. Voilà. Mais on se pose plein de questions éthiques sur. Un des principaux problèmes de ces cœurs artificiels, et je parle vraiment des derniers, les cœurs, les robots, enfin, c'est qu'ils sont tellement en fait rigides, au contraire, ils ont des caractéristiques de souplesse, mais dans leur fonctionnement robotique, ils sont essentiellement marqués par de la rigidité, de l'impossibilité d'évoluer, et c'est ça qui finit par les faire rejeter par les organismes, qui eux sont toujours en train de les contourner, les tolérer. Ils sont dans un rapport de distance, ils regardent ce truc-là à l'intérieur d'eux, mais ils le tolèrent un certain temps, puis hop, au bout d'un moment, ils l'envoient valser parce que finalement, ça irrite ou que ça déclenche une réaction en chaîne. Et c'est ça que, quand on veut utiliser des structures qui sont figées dans une structure qui est caractérisée par son évolutivité à toutes les échelles de temps, à l'échelle de la nanoseconde, mais à l'échelle de la plurigénérationnelle, les vivants sont toujours en train de changer. Et donc, quand vous voulez modifier le vivant, en fait ce que souvent mes collègues oublient, c'est qu'ils veulent modifier une modification. Et ils présentent ça comme s'ils allaient modifier une structure. On va prendre telle cellule et puis on va la transformer, on va lui faire autre chose. Mais la cellule, elle est déjà elle-même en train d'être en évolution perpétuelle. Donc modifier quelque chose qui se modifie tout seul, c'est une opération qui est très compliquée à faire par rapport à modifier juste un robot. Donc ça pose des questions techniques, ça pose des questions éthiques, mais ça pose en amont des questions de qu'est-ce qu'on regarde comme objet vivant, ça pose des questions épistémologiques. C'est ça que je pense souvent. Et que tant qu'on n'a pas bien réfléchi à l'épistémologie de ces questions, la question éthique, elle est toujours un peu bancale.